cette transalpine. Et merci beaucoup à Joël et à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé depuis des mois pour préparer cette transalpine 2024. Et en plus d'avoir réussi à obtenir des beaux temps. Les marins, c'est fort. Donc, merci beaucoup. Une petite pensée pour Bernadette Chevalier, qui n'est pas avec nous, mais qui est depuis très longtemps l'un des piliers de la transalpine, des transalpines. Donc voilà, je vais dire un petit mot à ce sujet. Et donc, merci beaucoup Joël pour la présentation. Nous allons effectivement, comme tu l'as dit, revoir un certain nombre de choses, de fondamentaux, parce que depuis hier, vous avez entendu et vous connaissez beaucoup de choses sur notre thématique du droit de manifester, mais c'est pas mal de faire une petite synthèse autour de trois mots-clés, le droit, la mission de la vie, et puis le travail d'Amnesty sur ce sujet. Merci. Alors, commençons par le droit international. Et donc le droit international des droits de l'homme, qui est la base juridique de l'AI depuis 1961, comme vous le savez. Il y a évidemment un texte que tout le monde connaît par cœur, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord, merci. La Déclaration universelle des droits de l'homme, que tout le monde dans cette salle connaît par cœur, et que tout le monde relit évidemment chaque soir avant d'aller dormir. Parce que c'est pas que c'est un texte qui endort, hein. En fin de journée, c'est toujours bien de se remémorer. Alors dans cette déclaration, qui comprend 30 articles, adoptés donc le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, vous n'allez pas trouver les trois mots droit de manifester. Vous n'allez pas trouver les trois mots liberté de manifester ou d'autres choses. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes en train de parler d'une thématique qui n'est pas dans le droit international des droits de l'homme depuis des dizaines d'années, depuis ce texte fondateur qu'est la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme? Heureusement, non. Si on peut revenir en arrière, je vais dire peut-être. Voilà. Parce que le droit de manifester, c'est évidemment lié à la liberté d'opinion et d'expression. Quand on manifeste, ce n'est pas seulement pour se promener ensemble. Alors bien sûr, alors nos amis suisses nous ont expliqué hier les raisons pour lesquelles en Suisse il n'y a pas de manifestation 50 fois par jour. Mais en France et en Italie, il y en a 50 fois par jour. Et quand on se promène à Paris et à Rome, c'est quand même pas mal comme ville. Hein. Alors je ne vais pas faire un classement entre les deux, parce que ça s'appelle la Cisanie au sein de la Transalpine. Donc je me contenterai de dire que ce sont deux très belles villes. Et donc, on peut évidemment vouloir se promener, mais quand on manifeste à plusieurs, c'est quand même pour exprimer quelque chose, pour protester contre quelque chose, pour faire passer des idées, pour faire passer des convictions. Donc, même si dans la DPH, on ne trouve pas les trois mots droit de manifester ou liberté de manifester, on a évidemment le droit à la liberté d'opinion et d'expression, d'où découle forcément le droit de manifester. Donc, on peut aller un petit peu plus loin sur elle. Voilà, la suivante. Voilà. Donc on a évidemment ce fameux article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la liberté de pensée, de conscience, de religion, et donc le droit de manifester sa religion ou ses convictions seul ou en commun. En commun, ça peut être le fait de manifester. La diapo suivante, Joël, s'il te plaît. Et puis dans la DUDH, nous avons aussi un autre article. Sur les 30, là j'ai vu le 18, maintenant on passe au 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Alors, droit de réunion, ça inclut le droit de manifester. Parce que pour manifester, on ne manifeste pas tout seul par définition. On doit se réunir dans un lieu avant de partir vers un autre. Ou d'ailleurs, de se réunir dans un lieu et de rester dans ce lieu. Pour ceux qui sont familiers avec Paris, place de la République, à peu près tous les week-ends, vous avez des manifestations soit qui partent, soit qui arrivent à la place de la République, ou des gens qui sont là, qui se réunissent et qui restent place de la République, mais qui manifestent également. Donc, droit de réunion, ça veut dire, depuis 1948, ça inclut le droit de manifester. Alors, dans cet article, enfin en tout cas, l'alinéa de cet article, l'alinéa 1, qui est très court, hein, que vous avez ici sur la diapo, bien sûr, il ne faut pas oublier le dernier mot, pacifique.
Amnesty, c'est évident pour nous. Quand nous disons droit de manifester, on ne dit pas droit de casser. Mais à titre personnel, je pense qu'on aurait toujours intérêt en termes de communication à toujours dire droit de manifester pacifiquement. C'est évident, mais comme beaucoup de choses évidentes, ça va mieux en le disant. Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc on le dit dans nos documents, bien sûr, mais même, je pense, on devrait dire pas 3 mots, mais 4. Droit de manifester pacifiquement. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Évidemment, ça en est politique. Alors, bien au suivant, je vous laisse. Alors, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous passons au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme son nom l'indique, c'est une déclaration. Et une déclaration, il y a juste un petit problème, c'est que ce n'est pas un texte juridiquement contraignant en droit international. Pour avoir quelque chose de juridiquement contraignant, il faut quelque chose qui s'appelle un pacte, ou un traité, ou une convention, qui sont en gros des mots à peu près similaires. Donc là, c'est un pacte. Donc il y a 2 pactes qui permettent de décliner la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 2 pactes adoptés en 1966 par les Nations Unies. Le pacte, donc celui-ci, enfin un article relatif aux droits civils et politiques, et le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais qui n'est pas dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc, article 21 de ce pacte, donc adopté en 1966, le droit de réunion pacifique est reconnu. Et là encore, même chose, réunion inclut le droit de manifester. Alors, dans la suite de cet article que vous avez sous les yeux, on nous dit bien, dès 1966, que ce droit n'est pas un droit absolu. Deuxième phrase, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des restrictions. Donc ce n'est pas absolu. Alors évidemment, les restrictions, elles ne peuvent pas être n'importe quelle restriction. Elles doivent être imposées conformément à la loi, donc ce n'est pas le bon vouloir de quelqu'un, d'une autorité administrative, en tout cas en théorie. Et c'est lié à des nécessités dans une société démocratique, pas dans une dictature. Et on vous liste, classique, ces nécessités possibles, ces sécurité nationale, sécurité, sûreté publique, ordre public, bon, tout ça on le retrouve dans des grands textes depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on n'est pas sur un absolu. Dans les droits de l'homme, il y a des absolus. Article 5 des UDH, nul ne sera soumis à la torture ou à des peines, traitement cruel ou non dégradant. Là, c'est absolu. On ne dit pas nul, mais sauf quelques personnes. On ne dit pas nul ne sera soumis à la torture, sauf dans certains cas, dans certaines conditions. Ça, c'est condition. Nul ne sera soumis à l'esclavage. Ça, liberté d'expression, liberté de réunion, manifestation, ça peut être soumis à des restrictions, mais qui doivent être précisées dans une loi et conformes à des nécessités dans une société démocratique. Donc, c'est un point important. Alors, ce pacte, donc adopté en 1966 par les Nations Unies, voilà, bravo, tu m'as devancé, Joël. Donc ici, les Nations Unies à New York. Ce pacte de 66 est entré en vigueur en 1976. Parce qu'un pacte est signé par un certain nombre d'États, et après il est ratifié par un certain nombre d'États, et dans chacun de ces textes, on prévoit qu'il faut un nombre minimum de ratifications pour que ce pacte entre en vigueur sur le plan juridique. Donc il a été adopté en 1966 par les Nations Unies, il est entré en vigueur en 1976 en ayant obtenu le nombre de ratifications qu'il fallait. Donc diapo suivant, merci. Donc ça c'était quelques rappels sur les fondamentaux du droit par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Deuxième point de ma présentation, mission d'Ali et droit de manifester. Alors, tout le monde le sait, Ali, au départ, en 1961, diapo suivante, créé par, et tu peux passer à la diaposition, créé par Peter Benenson, notre principal fondateur, décédé il y a malheureusement quelques temps, 2005, diapo suivante, Joanne. Avec cet article fondateur dans l'Observer de 29 1961, qui est donc considéré depuis comme la date officielle de naissance de notre mouvement. Et dans cet article, Peter Benenson, et là on va revenir 2 diapos, je crois, en arrière, Joël, voilà, merci beaucoup. Peter Benenson fixait un petit peu 4 axes que vous avez sur cette diapo, juste en dessous de l'Observer des prisonniers oubliés, 28 à 61. 4 axes pour
non pas une organisation, mais pour une campagne. Historiquement, au départ, Peter Benenson ne crée pas une organisation ou un mouvement, il lance une campagne, à peu près au milieu de l'année 1961, avec ces 4 objectifs que vous avez ici. Et évidemment, la thématique qui domine, c'est la liberté d'opinion et la libération des personnes emprisonnées pour leurs opinions, ce qu'on appellera plus tard les prisonniers d'opinion, vous connaissez bien le concept. Donc, au début de la Ligue, on ne parle pas de droit de manifester, mais on parle de liberté d'opinion et d'expression, et là encore, l'un des moyens de manifester sa liberté d'expression, c'est justement de manifester. Donc, ce n'est pas explicite au départ, c'est comme pour la DEDH, mais c'est bien sûr là depuis l'origine. Diapo suivante, Joël. Voilà, bon ça, on peut passer ici. Voilà, merci. Donc, le droit d'asile, la mission d'Ali, et maintenant, comment on introduit ça dans nos actions, dans notre travail concret. Vous le savez, AI au départ était un mouvement avec une mission, on disait d'ailleurs à l'époque mandat. On a parlé de notre mandat pendant 40 ans, entre 1961 et 2001. Et à partir de 2001, on dit mission. En gros, c'est la même chose. Pendant, au début, notre mandat, notre mission était très restreint, puisqu'il y avait un seul objectif, obtenir la libération des prisonniers d'opinion. Et par là même, défendre la liberté d'opinion et d'expression, ce qui inclut, comme on a vu, le droit de réunion, de manifestation. Cette mission s'est élargie considérablement au fil des années et des décennies. Et en 2007, notre mouvement a décidé d'adopter ce qu'on appelle dans notre jargon interne l'approche globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que depuis 2007, nous pouvons nous intéresser à toutes les violations de tous les droits humains partout dans le monde. Donc c'est évidemment absolument gigantesque cette mission, depuis 2007, l'approche globale. En gros, ça veut dire qu'on peut tout faire dans le domaine des droits humains, pour simplifier. Le problème, c'est qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. On peut tout faire théoriquement, parce que notre mission prévoit que l'on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire pour des raisons pratiques. Moyens humains, moyens financiers, budget, activités de campagne, capacité de recherche, notamment celle du secrétariat international qui ne peut pas chercher toutes les violations dans le monde entier. Donc par conséquent, comment on résout ce dilemme entre une mission quasiment limitée et des moyens qui ne sont pas? Eh bien, on fait ce qu'on appelle un plan. Et qu'est-ce que c'est qu'un plan en 2 mots? C'est un document par lequel on définit des priorités d'action pour une certaine période de temps. Donc on dit qu'entre telle année et telle année, eh bien nos priorités thématiques seront X, Y et Z. Alors que dans notre mission, il n'y en a pas seulement 3 ou 26, il y en a 100 000. J'exagère un peu. Pas beaucoup. Alors, historiquement, les plans AI commencent au XXIe siècle. Parce que justement, la mission s'est tellement élargie, un peu avant l'approche globale de 2007, qu'on ressent le besoin d'avoir ce processus de planification pour nous fixer des priorités dans les années qui viennent. On a un premier plan qu'on va appeler le plan stratégique intégré, PSI pour les intimes, qui va couvrir la période 2004 à 2010. Je ne le mets pas sur la diapo pour une raison simple, c'est que dans les priorités de ce premier plan 2004-2010, on ne parle pas de notre thématique d'aujourd'hui. Donc, je ne l'ai pas mis. Deuxième plan, 2010-2016. Donc là, on est sur des horizons de 6 ans de planification. Vous avez ici les priorités de notre stratégie de droits humains, donc à l'époque. Et vous voyez, donc numéro 4, protéger la liberté d'expression. Et comme on l'a vu, ça veut dire aussi, ça inclut la liberté et le droit de manifester. Diapo suivante, Joël. Alors ensuite, après 2016, nous avons 5 années, 2017 à 2021. Et je ne les ai pas mises non plus sur la diapo, dans une de mes diapos, parce qu'il n'y a pas de priorité qui correspond à notre thématique d'aujourd'hui. Et on arrive maintenant au cadre, ce qu'on appelle dans notre jargon interne, le cadre stratégique mondial, qui couvre une période de 8 ans, 2022-2030. Donc nous sommes évidemment dans cette période, puisque nous sommes en 2024. Et là, vous connaissez par cœur, mais c'est un rappel, nous avons donc 2 priorités mondiales pour l'ensemble du mouvement AI sur cette période de 8 ans, 2022-2030. Ces 2 priorités mondiales ensemble doivent couvrir à peu près 80% de nos ressources disponibles. Ça veut dire que le reste, ce qui n'est pas dans ces 2 priorités, ce sera au plus 20% de nos ressources disponibles.
Si on dit qu'on a deux grandes priorités, on ne peut pas dire qu'on va y consacrer 20% de nos moyens. Sinon, il y aura un problème de cohérence. Donc il est logique de dire que c'est nos deux grandes priorités mondiales, donc on va y consacrer une grande partie, en l'occurrence 80% de nos ressources. Et dans ces deux priorités mondiales pour la période actuelle, jusqu'en 2030, nous retrouvons liberté d'expression et espace civil. Alors parfois en français on dit espace civique, on peut discuter le terme. Et qu'est-ce que ça inclut? Trois libertés clés: liberté d'expression, d'association et de manifestation. Donc on voit que dans les différents plans d'AI depuis le début du siècle, ces plans qui nous fixent donc des priorités pour un certain nombre d'années, 6 ans, 5 ans, 8 ans, puisqu'on a eu ces différents horizons de planification, on a eu donc, si tu peux revenir en arrière, voilà, très bien, on a eu donc au moins 2 fois la liberté d'expression, qui inclut notre thématique d'aujourd'hui, dans nos priorités thématiques mondiales. Je viens au suivant, parfait. Donc ça, c'est adopté par l'Assemblée mondiale en septembre 2021. L'Assemblée mondiale, c'est l'équivalent de nos assemblées générales, mais au niveau du mouvement Amnesty International, il y en a une par an. Diapo suivant. Alors, au niveau d'Amnesty France, alors rien de très original. J'imagine qu'au niveau de nos amis suisses et italiens, on aurait des choses tout à fait similaires, peut-être des petites nuances, mais c'est pour décliner ça au niveau français. Alors, nous avons une stratégie mondiale 2022-2030, 8 ans. C'est la première fois dans notre mouvement qu'on a un horizon de planification aussi long. Avant, on avait fait 6 ans, 5 ans, 8 ans. Dans un monde aussi incertain, dans lequel on ne sait même pas ce qui va se passer en 15 jours, une planification sur 8 ans, c'est un sacrifice. Donc l'idée a été de dire on va couper la période en deux. On va faire 2022-2026, et après on fera le point. On verra ce qui a changé dans le contexte mondial, dans les méthodes de répression du gouvernement, de d'autres acteurs, et on verra s'il faut ajuster la stratégie mondiale un peu à mi-parcours. Donc on est sur une première période, 2022-2026, et au niveau d'AI France, on divise cette période de 4 ans avec des plans d'action annuels. Donc en 2024, on a un plan d'action 2024 qui découle de la première phase 2022-2026 de cette campagne mondiale 2022-2030. J'espère que c'est clair. Voilà. Alors, bien sûr, comme toutes les sections et structures du mouvement, nous participons à l'IF, à la campagne mondiale, qui est donc protéger la protestation, que l'on a appelé en français Manifestez-vous, et ça c'est évidemment pas très original. Diapo suivante. Alors, toujours là je suis sur AIF, par rapport à la stratégie mondiale 2022-2030. AIF, comme toutes les structures et sections du mouvement, a analysé à fond cette stratégie, les objectifs, et on a tiré des priorités pour nous. Alors, chaque section va déterminer ses priorités à l'intérieur de la stratégie mondiale. Parce que si une section dit, moi je prends des priorités qui n'ont rien à voir avec la stratégie mondiale, on perd évidemment en cohérence alors que nous sommes un mouvement international. Amnesty, un mouvement, le fameux One Amnesty. Donc on a distingué au niveau d'AIF 2 niveaux, des thématiques majeures. L'adjectif est clair, c'est-à-dire qu'on va mettre le paquet en termes évidemment de travail, de ressources. Et puis, page suivante, diapo suivante, Joël, des thématiques suivies. Suivi, ça veut dire qu'on va travailler là-dessus, mais ce n'est pas le même degré d'implication que majeur. Alors on revient sur la diapo précédente. Voilà, donc dans nos 6 thématiques majeures, donc AIF, pour la période 2022-2026, vous les avez listées, et vous voyez en numéro 2, droit de manifester et violence policière. Alors les autres, donc 1, technologie et droits humains, on en a parlé hier, 3, protection et droits des personnes migrantes au long de leur parcours migratoire, 4, justice de genre et intersectionnelle, 5, lutte contre les discriminations raciales et religieuses, 6, violation du droit international humanitaire, je ne devrais pas lui mettre le sigle, dans les conflits armés, accès à la justice et au recours. Mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la thématique 2, qui est l'une des 6 thématiques majeures retenues par Amnesty International France pour 2022-2026. Diapo suivante, merci beaucoup. Thématique suivie, donc il n'y a pas là-dedans de lien avec le droit de manifester, c'est juste pour information, d'ailleurs ça commence par le droit à l'information, juste thématique droit au logement,
accès aux droits des personnes exilées dans les pays d'accueil ou de transit, abolition de la peine de mort et commerce des armes. Les thématiques, et c'est bien, rien de nouveau. Diapo suivante. Merci beaucoup. Alors, donc, je reviens sur la thématique majeure 2, qui est donc droit de manifester et violence policière, et qui est donc la déclinaison française, donc par ailleurs, de la campagne mondiale protégée de la protestation et appelée en français manifester. Il y a deux aspects dans cette priorité 2, droit de manifester et violence policière. Alors, petite précision, violence policière hors manifestation. Droit de manifester, ça inclut les violences policières dans des situations de manifestation. Et violences policières hors manifestation. C'est juste cette petite précision. Alors, au niveau d'AIF, dans la déclinaison française de cette campagne, on met l'accent sur 5 pays. La France, Iran, bon, évidemment, tout le monde pense au mouvement Fin de vie, liberté, la Turquie, il y a quelques petits problèmes aussi dans ce domaine-là, la Guinée en Afrique et la Russie. Évidemment, déjà avant la guerre en Ukraine, ce n'était pas simple de manifester en Russie, comme vous le savez depuis des années, mais avec la guerre en Ukraine, évidemment, l'arsenal législatif, pénal, de répression contre les peut-être 3 personnes qui veulent manifester, s'est accru de façon absolument terrible. Donc c'est dans nos pays prioritaires. Diapo suivante. Ça, c'est une illustration de manifestation en France. Quand on parlait hier des casserolades, je crois que c'était le professeur Slava qui en parlait. Diapo suivante, Joël, s'il vous plaît. Alors, dans toute campagne, vous avez des objectifs. Ça vaut pour AI, ça vaut pour AIF, ça vaut pour AI Suisse, ça vaut pour AI Italie. Et on distingue un objectif général et des objectifs spécifiques. Alors, l'objectif général, vous l'avez ici, protéger le droit de manifester, c'est logique, c'est la campagne, faire cesser les entraves qui le restiennent partout dans le monde, notamment en France et dans les pays clés, qu'on a vu sur la diapo précédente, sur laquelle on peut revenir une seconde, Joël, s'il te plaît, voilà exactement. Donc, France, Iran, Turquie, Guinée, Russie. On peut revenir à cette diapo. Donc, objectif général. Diapo suivante, des objectifs spécifiques. Il y en a 4 pour AIF. Le premier, on essaie dans cette campagne, de changer la perception que l'opinion publique, on va bien vite, en France, a des manifestants et des manifestations. C'est des casseurs, ils font plein de problèmes. Alors, il y a des casseurs de manifestation, ça c'est un fait, mais c'est pas la même chose. Bon. Donc, on est sur, je dirais, une tentative de changer, de contribuer à changer des perceptions. Deuxième objectif spécifique, on parle de lois et de pratiques qui restreignent le droit de manifester en France et dans le monde. Alors c'est ce qui a été évoqué hier, notamment puisqu'il y a eu 2 présentations hier sur la France, celle de M. Slama et puis celle d'une salariée du secrétariat national d'AIF qui a fait une présentation très précise sur certains de ces aspects. Alors, diapo suivante, les 2 autres objectifs spécifiques. Le numéro 3, il s'agit d'accompagner, de soutenir, d'aider des personnes qui manifestent et qui vont être exposées à un certain nombre de risques dus à ces restrictions indues du droit de manifester. 4e et dernier objectif spécifique, chacun d'une nature différente comme vous le voyez, on espère à travers cette campagne, c'est ce qu'on essaie de faire, attirer à nous de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants, de nouveaux donateurs également, grâce à cette campagne, des gens qui pourraient être sensibilisés au fait que le droit de manifester, c'est un droit fondamental, que ce droit est menacé en France, en Europe et dans le monde, et que AI, en tant que mouvement mondial, AIF, en tant que section nationale, sont très impliqués dans la défense de ce droit. Donc voilà nos 4 objectifs donc, spécifiques. Diapo suivante. Ah ben voilà, alors on peut revenir sur la précédente, pour retourner par l'écran vide, on se sentira moins seul. Peut-être tu peux reculer un petit peu, pardon Joël, excuse-moi, tu peux reculer un petit peu, voilà, là encore un peu, et
est là, voilà, très bien. Voilà. Bon. Donc, on a donc au niveau de l'AIF une planification, on a vu 2022-2026, dans le cadre de la planification mondiale 2022-2030, et on a ensuite des projets droits humains sur une base annuelle, ce qui permet évidemment d'être plus réactif. On a des grandes orientations sur 8 ans 2022-2030, sur 4 ans 2022-2026, mais on a des projets annuels, donc des projets pour 2024, ensuite pour 2025, ce qui permet de modifier éventuellement certaines de nos actions, certaines de nos priorités en fonction de l'actualité française et mondiale. Donc dans ces projets droits humains 2024, au niveau d'AIF, on en a 23. Ça fait beaucoup. Il y a quasiment 2 par mois, enfin, ils sont suivis toute l'année, mais si on veut. Alors, tous ces projets ne sont pas liés, évidemment, à notre thématique d'aujourd'hui. Il y en a en fait 6 sur les 23 qui sont liés à la priorité numéro 1 de la campagne mondiale, donc qui porte sur liberté d'expression, de manifestation. On a parlé hier, le projet surveillance numérique de masse, donc ça a été évoqué hier. Deuxième projet, algorithmes et réseaux sociaux. Donc là, ça inclut le travail sur ce qu'on appelle les GAFA et les GAFA par rapport aux algorithmes qui parfois vont pas vraiment dans le sens de la défense des droits humains. Troisièmement, un projet de droits humains 2024 sur la surveillance numérique ciblée, cette fois-ci pas de masse. On va viser certaines personnes pour de pas très bonnes raisons. Quatrièmement, manifestez-vous, donc ça c'est la déclinaison 2024 de la campagne mondiale. Cinquièmement, violence policière hors manifestation. Et sixièmement, défendre la liberté d'association. Donc voilà les 6 projets 2024 que nous avons dans le cadre de notre stratégie 2022-2026, elle-même dans le cadre de la stratégie mondiale 2022 à 2030. Alors, qu'est-ce qu'on a comme activité prévue dans le cadre de, par contre, priorité sur Manifestez-vous? Il y a une expo photo qui circule, les groupes d'AIF le savent. On travaille pas mal sur les armes dites à létalité réduite, qui vont être utilisées par les forces de l'ordre, justement dans un contexte souvent de manifestation, et qui, si elles sont à létalité réduite, peuvent avoir sur la France les lois françaises, les réglementations françaises et les pratiques françaises par rapport aux manifestations. On fait évidemment le relais de tout le travail du SI, les rapports du SI, les publications du SI, les communiqués de presse du SI sur cette campagne à travers le monde. Donc ça, c'est en direction des médias et puis également un plaidoyer en direction des responsables politiques à différents niveaux. On a, j'ai vu que la section suisse l'a fait également, puisque c'est sur la table, on a préparé une boîte à outils sur le droit de manifester pour donner un petit peu des outils, justement utiles, y compris juridiques. On reste très sensible à l'aspect réactivité, à pouvoir réagir à des événements en France et dans le monde. Donc, quand on a une planification, il ne faut pas qu'elle soit trop rigide. On a besoin de planifier, et on planifie forcément sur plusieurs années avec des thématiques prioritaires, mais il faut se garder une marge de souplesse parce que personne n'a de boule de cristal dans le domaine des droits humains pour savoir ce qui va se passer en France, en Europe et dans le monde dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Et puis donc renforcement de notre travail de communication sur ces priorités liées à le droit de manifester. Donc, pour terminer cette présentation et laisser un petit peu de la place aux échanges, aux questions, commentaires, 5 conclusions à titre de rappel. Notre campagne, donc au niveau mondial, protéger la protestation, s'inscrit dans la mission d'Ali quasiment depuis l'origine. Pas explicitement droit de manifester, mais à travers le droit à la liberté d'expression qui évidemment couvre le droit de manifester. Deuxième point, cette campagne s'appuie sur des fondements juridiques très solides dans le droit international des droits de l'homme. On l'a vu à travers la DIDH et à travers le pacte relatif aux droits civils et politiques. Troisièmement, cette thématique nous est très familière en termes de travail, d'action que nous menons depuis des décennies. Quatrièmement, malheureusement, ce sujet très ancien est toujours d'actualité. Certains diraient même de plus en plus d'actualité. Bon, ça, c'est toujours difficile à mesurer, mais en tout cas, est très d'actualité, du fait d'un contexte
français, européen et mondial n'est pas très propice à l'exercice plein et complet de ce droit de manifester. Et donc, cinquième point, nous sommes passés d'actions diverses et variées dans le monde sur le droit de manifester, ce qu'on fait depuis des dizaines d'années, à une campagne. Et dans notre arsenal, la campagne, c'est ce que nous avons de plus fort. Une campagne, ce n'est pas une action, ce n'est pas une série d'actions. En termes de moyens engagés, en termes de durée, en termes de rapport de recherche, c'est ce que nous avons de plus fort dans notre arsenal. Et donc nous sommes passés d'actions que nous faisons depuis des décennies sur le droit de manifester à une campagne mondiale sur cette période. Et c'est dans le cadre de nos priorités stratégiques jusqu'en 2030. Et cette campagne reflète à la fois l'importance de ces thématiques dont nous parlons ce week-end dans la Transalpine, dans notre mission, dans le droit international des droits de l'homme, et malheureusement reflète aussi cette campagne les menaces très graves qui pèsent aujourd'hui dans le monde sur ce droit fondamental qu'est le droit de manifester. Merci beaucoup pour votre attention. Y a-t-il des questions, commentaires? Pour rebondir sur ce que vous voulez dire, est-ce que à Amnesty, à Paris par exemple, vous avez eu le sentiment que les relations avec l'administration, avec le monde politique changeaient? Et est-ce que vous pensez avoir été victime de déstabilisation, tentative de déstabilisation? On n'entend pas. On n'a pas entendu fort comme ça. Oui, donc la question de François, c'était de dire au niveau d'Amnesty France, est-ce qu'on a effectivement des inquiets, enfin, on a eu des réactions des forces gouvernementales. Des changements, oui, dans par rapport à l'administration ou les forces politiques. La perception, voilà. Et est-ce que vous avez ressenti des tentatives de déstabilisation? D'accord. Merci beaucoup pour ta question. Alors, en ce qui concerne les relations avec l'État français, bien sûr, on est à une période assez particulière, puisqu'il y a quelques petits changements, ça vient sur la scène politique française, après les élections législatives. Donc un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement qui sont mis en place, donc un nouveau ministre de l'Intérieur, Affaires étrangères, les ministères qui sont les plus concernés par notre action. Donc là, sur ce plan-là, il est évidemment trop tôt pour apprécier, parce que c'est en train de se mettre en place. Donc pour la période précédente, jusqu'à il y a encore quelques semaines, on a toujours été reçus, nos courriers, nos demandes de rendez-vous, ont en général, pas toujours, mais en général été reçus relativement favorablement. Ensuite, ça ne veut pas dire que nos thématiques, nos positions passaient facilement pour le gouvernement précédent. On se souvient quand même que, puisque Paolo en parlait par rapport à M. Salvini, qui est évidemment un personnage particulier, Matteo Salvini, mais on a quand même eu dans un gouvernement précédent, dans ces dernières années, une ministre qui s'est demandé s'il ne fallait pas interdire l'amnistie internationale en France. Donc, ça nous est arrivé aussi, mais ce n'était pas une Matteo Salvini française. Autour de la majorité présidentielle, enfin l'ex-majorité présidentielle, voilà. Donc c'était lié, comme souvent, sujet extraordinairement sensible au conflit à Gaza. C'est sans doute le sujet le plus sensible du monde, c'est clair, et la France ne fait pas exception. Plus grande communauté musulmane en Europe, plus grande communauté juive en Europe, donc on sait très bien que c'est très sensible. Et donc, voilà. Mais dans l'ensemble, je dirais, voilà, on répond à nos courriers, on est reçu. Ça ne veut pas dire pour autant que les autorités françaises font ce que l'on souhaite. Quant à la déstabilisation, non. Nous n'avons pas connaissance de manœuvres qu'on pourrait vraiment qualifier de déstabilisation, mais des critiques dont certaines ont pu aller jusqu'à une demande explicite d'interdiction de notre mouvement par rapport à des positions prises sur le conflit israélo-palestinien. Par contre, la Russie essaie d'influencer beaucoup la vie politique française.
Donc un signe par exclu. Non, mais alors là, si tu veux, les manœuvres russes sont plus liées à une volonté au plus haut niveau du Kremlin d'influencer le résultat des élections dans des pays importants en Europe, dont la France et bien sûr aux États-Unis. On pense au 5 novembre 2024, hein, les échéances que tout le monde regarde, y compris à Moscou. Donc dans ces manœuvres-là, ce n'est pas spécialement Aliyev qui sont visés, mais plus, il peut y avoir un lien. Mais c'est vraiment essayer de changer dans certains pays clés, dans l'Union européenne, France, Allemagne, d'autres, Italie, et bien sûr outre-Atlantique aux États-Unis, d'essayer de peser sur le résultat des élections dans un sens qui serait jugé comme plus favorable vu du Kremlin à un très haut niveau. Justement, tu parlais de la Russie aussi. De façon générale, effectivement, on a accès ce week-end, du fait que c'est transalpine, on a la chance de pouvoir avoir des témoignages de nos trois pays, avec ce qui se passe dans nos trois pays. Mais effectivement, on peut peut-être rappeler que effectivement, cette campagne couvre effectivement le monde. Bon, moi, je vais donner un exemple. Notre groupe, on a en charge quelqu'un dont vous avez entendu parler, puisque elle faisait l'objet des 10 jours pour signer. Shoan Tung, avocate à Hong Kong. Quand on regarde ce qui se passe à Hong Kong, effectivement, c'est de pire en pire. Quand on regarde les articles, c'est de la répression de toute volonté d'expression publique d'une quelconque dissidence. Simplement, elle a été arrêtée parce qu'elle était, on va dire, vice-présidente d'une association qui commémorait simplement tous les ans Tiananmen, les événements de Tiananmen, avec une veillée aux bougies. À Grenoble, on a fait il y a encore un an une veillée aux bougies pour les femmes de liberté. Ouais. Effectivement, à Hong Kong, voilà, maintenant, Shoan Tung, ça fait maintenant 3 ans qu'il est en prison. Donc, je veux dire, c'était simplement pour dire que notre week-end était autour de ça, mais effectivement, il ne faut pas oublier que, effectivement, cette campagne couvre des violations du droit de manifester encore beaucoup plus graves que ce qu'on peut dire dans le pays. Mais ça n'empêche qu'il faut aussi dénoncer tout ce qui se passe dans nos pays. Et juste pour ajouter un mot par rapport à ta remarque, très juste, vous savez que au niveau de la Russie, les associations, les organisations non gouvernementales indépendantes ferment les unes après les autres au bureau. Ça a été le cas de notre bureau de Moscou il y a des années, et Human Rights Watch, etc. et d'autres. C'est pas un choix, Ah, mais c'est dur, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Vu la législation russe sur les agents étrangers, tout ce que ça implique, c'est clair que quand tu prends une décision responsable, tu ne peux pas continuer à laisser dans un tel contexte des salariés qui pourraient demain faire l'objet de menaces très graves de leur liberté, leur sécurité. Voilà. Et leur famille. Il y avait d'autres questions, je pense, par exemple. Alors, tout d'abord, merci Francis pour la fluidité de ton intervention et l'historique que tu as fait. C'est vraiment très très intéressant. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est les 5 pays, France, Iran, Turquie, Guinée, Russie. Donc on est quand même au milieu de pays où la démocratie est largement menacée. Est-ce que ça veut dire qu'en Europe, la France est un des pays les plus menacés pour le droit de manifester? Est-ce que tu sais s'il y a un classement ou où on se trouve? Merci beaucoup. Alors, AI, par principe, ne fait pas de classement dans le domaine des violations des droits humains, et c'est un choix que nous avons fait depuis des dizaines d'années. On présente les situations de différents pays et on laisse les lecteurs de nos rapports, de nos communiqués de presse, juger et faire éventuellement leur propre classement. N'allons pas dire à un moment donné, dans les pays européens, ceux de l'Union européenne, prenons les 27 de l'Union européenne, par rapport aux restrictions du droit de manifester, la France sera numéro 1, numéro 2, numéro 3, dans le bon ou le mauvais sens. Mais il y a effectivement de sérieuses inquiétudes depuis des années, et ça a été évoqué hier à travers 2 présentations, hier après-midi. Il y a de sérieuses inquiétudes d'AI et d'AIF sur le droit de manifester en France. Comme nous sommes AIF,
nous avons inclus la France, donc notre pays, dans les 5 pays sur lesquels nous travaillons, mais nous l'avons inclus parce que c'est notre pays, parce qu'on peut faire un travail sur notre propre pays, dans le respect des règles d'AI. Ça ne veut pas forcément dire qu'on mettait la France numéro 1 dans l'Union européenne en termes de violation de ce droit manifeste. Ce n'est pas un classement, si tu veux, implicite, mais c'est important. Merci. Oui, merci Francis pour ton intervention toujours fabuleuse et puis qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous recadre aussi dans nos actions. Et tu as parlé de réactivité. Alors, moi je suis en questionnement maintenant avec tout ce qui se passe ces derniers temps, hein, avec Israël, Gaza et entre autres. On a entendu Human Rights Watch prendre une position très forte au niveau mondial par rapport à l'attaque d'Israël sur le Liban. Hein. Et puis, je ne sais pas si j'ai passé à côté, mais je n'ai rien entendu d'Amnesty International Londres. Chez nous, je n'ai rien entendu. Alors, je ne sais pas si Amnesty International n'a rien fait, n'a pas pris position. Mais ça, par rapport aux autres, à la réactivité, je trouve qu'on travaille sur beaucoup de choses, mais il y a justement des choses très fortes qui se passent maintenant depuis un certain temps, et j'entends pas de prise de position. Je ne sais pas si du mouvement mondial, parce que c'est quand même important que ce mouvement-là soit entendu aussi. Alors je ne sais pas si c'est moi qui passe à côté, mais j'arrive rien à voir dans les journaux, dans les bons journaux ou dans les médias. Et puis j'ai une autre demande générale, je te demande, je ne sais pas si tu peux répondre, avec une nouvelle déclaration des droits humains, hein, je dis bien des droits humains, qui a le logo des Nations Unies dessus. Est-ce que c'est légal de faire une nouvelle déclaration des droits humains avec le logo des Nations Unies? Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. La section suisse va se renseigner aussi, mais je ne sais pas si toi tu avais un renseignement là-dessus. Et puis ça, c'est pas une question, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée depuis longtemps, puis que je tiens à dire en Transalpine, parce qu'on est un mouvement qui défendant la justice, les actions justes. Et depuis que Joël m'a dit ce qui s'est passé à votre assemblée générale, te concernant, j'ai une colère en moi parce qu'on donne des leçons aux autres et le mouvement d'AI France n'a pas été capable de respecter les lois, enfin les règles de votre assemblée générale. Et moi, ça m'a vraiment révoltée et j'ai envie que ça sache que depuis la Suisse, on l'a su et qu'on ne cautionne pas du tout ce qu'Amnesty France a fait et a laissé faire. Voilà, c'est mon coup de gueule. Merci pour ces différents points. Alors, je ne vais pas remonter le troisième, mais je te remercie en tout cas de ce que tu as dit. Alors, sur le deuxième, et après je reviens au premier, tu évoques donc un texte qui serait une déclaration universelle des droits humains avec le logo des Nations Unies. Alors, je ne connais pas exactement ce projet. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a aucune valeur. Il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, c'est sur le titre officiel en français, Human Rights en anglais, 1948, 10 décembre. Alors, d'autres peuvent dire, voilà, il faudrait actualiser, on entend souvent ça. Il faudrait actualiser ça, on doit faire un texte, on doit mettre les Nations Unies dessus. Bon, là, je laisse les Nations Unies protester, mais ça ne veut rien dire. Ces déclarations sont le fait d'organisations intergouvernementales, Nations Unies pour la DIDH, pour d'autres qui ne sont pas la DIDH, mais d'autres textes, Union européenne, Conseil de l'Europe, Union africaine, Organisation des États américains, mais n'importe qui, évidemment, peut dire moi je vais faire ma déclaration et puis je mets le logo Nations Unies
dessus, mais ça n'a pas de valeur. Alors, sur ta première question sur la réactivité, il y a plusieurs éléments importants que tu as évoqués, donc je vais essayer d'y répondre. La réactivité, c'est jamais simple à faire parce que c'est très important, c'est très souhaitable, et c'est jamais simple en termes pratiques. Surtout dans un mouvement comme le nôtre, où nous voulons vérifier des informations avant de parler. Parce que c'est facile de réagir sans vérifier. Il y a des gens qui le font tous les jours. Des gens, des mouvements, des partis, des organisations. C'est pas difficile. Chacun peut réagir en une demi-seconde, mais en disant à peu près n'importe quoi. C'est pas ce que nous voulons faire. Donc le dilemme, c'est d'essayer de réagir le plus rapidement possible à des événements importants qui vont évidemment choquer, heurter, sensibiliser, et en même temps de rester haï, de rester nous-mêmes, c'est-à-dire de pouvoir avoir une parole informée et sur la base d'une vérification, donc d'un minimum de recherche. Et parfois, on va nous dire, vous êtes trop lent, vous n'avez pas réagi, les autres ont dit ci et ont dit ça, et on n'est pas forcément à l'aise avec ça, sauf que parfois il y a de très bonnes raisons pour ne pas avoir réagi rapidement. Dans l'exemple que tu cites, important, ce qui se passe au Liban dans les derniers jours, en gros depuis une semaine, Ali a réagi. Mais tu as dit un autre point qui est important, je ne l'ai pas vu dans les médias. Il y a ce que nous faisons, nous, et il y a la répercussion ou pas dans les médias de ce que nous faisons et ce que nous disons. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose, une position d'Ali dans les médias, qu'elle n'existe pas, mais elle a pu ne pas être reprise. Qui ont évidemment à couvrir l'actualité, ce n'est pas un reproche que je leur fais, et ils ont à couvrir l'actualité mondiale, et chaque jour il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment en ce moment au Moyen-Orient, évidemment autour de la guerre à Gaza, ces déclinaisons du côté du Yémen, du côté du Liban, du côté de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, etc. La guerre en Ukraine, etc. Et des guerres dont on ne parle pas, la guerre au Soudan, il n'est pas grand-chose, la guerre en Birmanie, Myanmar, personne n'en parle. Donc voilà, ça c'est les médias, c'est leur droit évidemment de prendre ou reprendre telle ou telle chose, ne pas le prendre, ne pas parler, ne pas couvrir telle ou telle chose. Mais nous avons réagi, et nous avons réagi 2 fois. 2 fois, je dis bien par rapport à ce qui se passe ces derniers jours. Là, je parle vraiment de ce que tu évoquais, c'est-à-dire le Liban. Il y a une réaction d'Ali, très détaillée, sur ce qui s'est passé avec ces fameux beepers et talkie-walkie. Donc il y a un texte d'Ali, de réaction, par rapport à ça. Et un deuxième, donc très peu de temps après, tout ça se joue en quelques jours, sur les frappes israéliennes au Liban, qui sont intervenues quelques jours après. Il y a eu ces trois étapes. Donc sur ces 2 points, en l'espèce, il y a une réactivité forte d'Ali, parce que tout ça s'est joué en quelques jours, très très forte, sur la base de 2 textes assez détaillés. C'est pas simplement pour dire ce qui se passe n'est pas bon, point à la ligne, parce que ça, n'importe qui peut dire ça, il n'y a pas besoin de s'appeler Ali, mais sur la base, en très peu de temps, d'une analyse juridique des aspects, notamment liés à si je prends beeper, talkie-walkie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire ça au Hezbollah? Bon, alors il y a une vision politique que chacun peut avoir. Ali, c'est une vision évidemment juridique, en disant que le principe qu'on appelle de distinction dans le droit humanitaire, c'est-à-dire qu'on peut distinguer entre cible militaire, et le Hezbollah en est une pour Israël, et la population civile, n'était pas forcément respecté parce que les beepers du Hezbollah, quelqu'un du Hezbollah qui l'utilise, il y a un civil qui peut être à côté, au moment où ça va exploser. Au moment où Israël, même si ce n'est pas reconnu, c'est que c'est déclenche l'explosion de ces milliers de beepers ou talkie-walkie, ils ne peuvent pas savoir où est la personne du Hezbollah qui le porte, est-ce qu'il est avec sa famille, est-ce que c'est son enfant qui a pris son beeper parce que c'était pour s'amuser, et qui est dans un commerce, comme c'est arrivé, avec des gens qui vont être blessés, parfois très grièvement. Donc il y a eu 2 textes d'Ali très détaillés par rapport au Liban, donc avec très peu de délai de réactivité, de retard, pardon, c'est pas un retard. Donc dans ce cas-là, mais ça n'a pas forcément été repris par les médias. Certaines informations sont tellement importantes, stupéfiantes, que les médias vont en parler, bien sûr, pas tous les médias du monde en parler, sans forcément reprendre ce qu'a dit Ali sur ces différents événements. Donc toujours difficile à réactiver, pas de solution magique, et il faut rester nous-mêmes, donc parfois prendre le temps pour réagir correctement sur une analyse juridique et factuelle,
Dans ce cas-là, ça a été fait 2 fois dans les tout derniers jours par an. Merci beaucoup. Et puis juste pour le dernier point, parce que Francis a la modestie il va répondre. Donc, suite à l'interpellation de beaucoup de personnes présentes à Nancy, à l'Assemblée Générale, dont notamment, par exemple, Henriette, là-bas au fond, il y a eu une réaction officielle donc adressée à toutes les régions et à tous les groupes d'Amnesty France par la présidente, la nouvelle présidente d'Amnesty France, en disant qu'effectivement, il y avait vraiment eu une très grosse anomalie dans le déroulement de l'Assemblée Générale à ce moment-là. Conduit effectivement non mais justement je ne voulais pas tout expliquer parce qu'on pourra en parler autour du pique-nique si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet de la réunion et si on veut terminer dans les temps, voilà. Mais simplement pour rassurer Daniel et puis d'autres personnes, il y a une réaction donc officielle et surtout donc, un travail qui va être mené pour éviter qu'à l'avenir ce type de situation survive. Voilà. Enfin, après, on peut en parler de façon... Merci beaucoup, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas possible, c'est vrai que... Merci. Puisqu'on est dans la tambouille de Amnesty France, moi je te remercie pour ton exposé toujours structuré et très rationnel. On a pondu des cartes et les Français s'enorgueillissent de pouvoir dire au monde entier que eux, quand ils font quelque chose ou quand ils disent quelque chose, c'est cohérent et c'est rationnel. Même si les techniques dans le passé démontrent que ça n'est pas toujours le cas en matière politique. Hein, et donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est comment on fait pour que des exposés comme celui-ci, qui aideraient des tas de gens qui vont sur le site d'Amnesty International, puissent avoir une vue structurée sur un certain nombre de points. Parce que c'est un franc bordel quand même ce site. Et donc ton expérience de l'intérieur d'Amnesty pourrait nous aider, nous conseiller pour qu'on puisse faire pression pour faire changer les choses, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà mon point de vue. Merci de ton point de vue et merci de ton aimable appréciation sur ma présentation. Alors, c'est vrai que ça passe aussi par des formations. Dans tous les mouvements, mais dans un mouvement bénévole, l'effort de formation est extrêmement important. Par rapport à de nouveaux membres, par rapport à de nouveaux salariés, par rapport à des membres et des salariés qui ne sont pas nouveaux, mais il est important de rafraîchir nos connaissances par rapport à l'évolution de notre mouvement qui a été considérable depuis des années, des dizaines d'années. Donc c'est vrai que je peux dire, pour l'AIF, parce que c'est ce que je connais de mieux dans le mouvement, que nous avons quand même en place une politique de formation qui me semble tout à fait intéressante, avec une équipe dédiée compétente, avec un catalogue de formation quand même extrêmement intéressant, très diversifié. Et donc c'est aussi à ce niveau-là, je pense qu'il faut continuer à mettre l'accent et toujours améliorer, perfectionner et s'adapter, parce que c'est un bon moyen de faire passer ce genre de message de la façon la plus structurée et rationnelle possible dans un monde et un pays qui n'est pas toujours structuré et rationnel. Je suis d'accord avec moi, je n'irai pas plus loin en termes de commentaires politiques, mais nous sommes d'accord. Quant au site, il nous a été annoncé qu'il allait être repris. On attend pour voir. Il nous a été annoncé qu'il va être repris. Pour compléter, on a quand même fait justement sur le droit de manifester, sur la campagne, une formation à Chambéry, justement, où en commun d'ailleurs avec Bernard Rony, donc de Lyon, hein, justement, donc qui a été quand même intéressante de ce point de vue-là. Voilà. Donc je passe la parole vers Tara. Je crois que vous m'entendez. Oui, merci beaucoup, Francis. C'était juste pour savoir, au niveau des informations, des prises de position d'Amnesty, où est-ce qu'on peut les trouver? Le site. Dans le site, on ça c'est bien mieux, parce que c'est en temps réel.
communiqué de presse. Comme tout n'est pas forcément repris par les médias, communiqué de presse. Je suis bien sûr, tu as raison, bien sûr, les sites, les réseaux sociaux. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Une petite dernière question avant de... Merci. Et très rapidement, Merci. Merci Joël. Tu auras beaucoup marché. Autant, moi, j'ai pas assez ce week-end. Merci pour ta question. Alors, tu évoques à juste titre le fait que, alors nous, en tant qu'ONG de défense des droits humains, nous luttons contre des violations des droits humains que nous constatons maintenant. Mais tu mets à juste titre l'accent sur le fait qu'il y en a eu beaucoup d'autres dans le passé. Et pour nous, en matière de droits humains, le passé